Je remercie le professeur Poussa et le directeur de laboratoire bio et projet et le comité d'organisation de cette belle journée qui m'ont pas invité à présenter un exposé sur la convention Ramsar, notamment sur les critères de sélection adoptés par la convention pour sélectionner les zones humides qu'on peut appeler les zones humides d'importance internationale. Merci. Je commencerai par la définition officielle qui a été donnée, proposée par la Convention de Ramsar. Les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières, de fagnes, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des marécages, des marais, comme ceux que vous connaissez, mais dont la couverture végétale est à base de terrine, avec des mousses. On n'a pas ce type de zone humide chez nous au Maroc, en Afrique, on a au nord de l'Eurasie. De tourbières, on en a quelques-unes au Maroc. C'est des marécages, mais pour des raisons, la végétation, quand elle meurt, elle n'est pas dégradée tout de suite. Parce que soit que le milieu est siliceux, soit que c'est très froid, et donc le phénomène de décomposition est très très long, ce qui fait qu'on peut avoir des accumulations de matière végétale parfois dans cette tourbière de plusieurs mètres. Donc c'est la différence par rapport au marais que nous connaissons. D'eau naturelle ou artificielle, permanente ou temporaire. Donc là, la définition est vraiment très large. Elle correspond à un grand nombre de zones humides d'écosystèmes, même la partie marine, à condition que la profondeur dans les basses ne dépasse pas 6 mètres. Pour la Convention de Ramsar, tout est parti de 1962. Il y a eu un congrès, justement dans la Camargue, que M. Boyer a cité. C'est entre Marseille et Montpellier. Et ils ont appelé cette conférence-là parce que en français, en anglais, en espagnol, ça commence par MAR. Ils l'ont appelé comme ça. Et c'était la première fois où des ONG, mais des gouvernements, des spécialistes ont attiré l'attention sur les zones humides. Parce qu'il faut dire que l'importance des zones humides, ça ne date pas, donc la prise de conscience sur l'importance des zones humides, ça ne date pas d'il y a longtemps, c'est relativement récent. Et ils ont décidé, ils ont proposé de faire un traité spécifique aux zones humides. Et ce traité a été appelé Ramsar, la Convention de Ramsar, parce qu'elle a été ratifiée pour la première fois le 2 février 1971 dans une ville iranienne qui s'appelle Ramsar. Ces zones humides, maintenant on le sait, subissent beaucoup d'impacts négatifs. Il y a la surexploitation des ressources, il y a la fragmentation des habitats, la perte ou la transformation des habitats, il y a la pollution, donc des zones de culture ou bien des zones urbaines sur les zones humides, etc. Donc, ce qui fait, Mme Rémy va peut-être en parler, ces zones humides sont très importantes. Ça a été rappelé par la secrétaire générale de Ramsar, ça a été rappelé par M. Boyard, c'est Aziz. Il
Mais rien qu'au Maroc, où il y a un pays en grande partie aride, à part l'extrême nord-ouest du Maroc, il y a des centaines, voire des milliers de zones humides. Donc, il faut, pour les sauvegarder, les protéger, il faut faire des priorités. Et ces priorités, donc une sélection, ça ne peut pas être de n'importe quelle manière. Il faut des critères objectifs pour sélectionner les zones humides par lesquelles on devrait commencer pour les protéger. Au début, il faut le dire, les critères quand la convention a été signée, pendant plusieurs peut-être décennies, les années 70, les années 80, les critères de sélection étaient essentiellement basés sur les oiseaux aquatiques. Ils avaient tous été, les oiseaux des premières zones humides, sélectionnés sur la base de leur peuplement d'oiseaux aquatiques. Mais plus tard, ces critères ont été étendus à d'autres aspects, à d'autres groupes d'animaux et végétaux, etc. Il y a deux groupes de critères. Le premier groupe, c'est la nature elle-même de la zone humide. Est-ce qu'elle a des caractéristiques très spéciales? Vous allez voir que je vais donner beaucoup d'exemples. Il y a un film qui a été dédié à ça, à stratégie, pour être concret, pour ne pas parler de manière générale. Donc il y a, on va sélectionner les sites qui contiennent des types de zones humides représentatives, rares ou uniques. Il y a un seul critère pour ça. Et il y a 8 autres critères se rapportant à la conservation de la biodiversité biologique. Donc pour le premier critère, une zone humide devrait être considérée comme ça, parce que les critères sont formulés en français de secondaire. Ça, c'est officiel. Comme site d'importance internationale, si elle contient un exemple représentatif, rare ou unique, de type de zone humide naturelle ou quasi naturelle de la région géographique concernée. Le meilleur exemple, c'est Strathclyde. Tout à l'heure, c'est comme ça à rappeler que dans la région, peut-être même dans le monde entier, on n'a pas déjà Sprat, c'est très caractéristique de l'Afrique du Nord. C'est un écosystème qu'on trouve qu'en Afrique du Nord. Mais celui-là, il contient, contrairement aux autres, 160, à part les marais, 160, plus de 160 poches d'eau permanentes, hyper salées, dans un milieu très, très aride, hyper aride. La moyenne des précipitations, c'est 30 mm par an, c'est pratiquement rien. Et surtout que ce n'est pas régulier. On peut avoir 2, 3 ans, 4 ans de sécheresse continue, sans la moindre goutte d'eau. Et pourtant, les poches d'eau sont permanentes. Rien que pour ça. Donc c'est une zone humide exceptionnelle. Il n'y a pas son pareil, au moins dans la région. Sinon, à l'échelle mondiale. Donc, déjà, elle vérifie ce critère. Voilà une vue sur la Sahara avec ses poches d'eau. Le deuxième groupe de critères, donc on en a 8, mais ils sont subdivisés. Il y a des critères tenant compte des espèces ou des communautés écologiques. Il y a 3 critères. Le critère 2, quand on va hiérarchiser, donc le critère 2. Une zone humide devrait être considérée comme un site d'importance internationale si elle abrite des espèces vulnérables, menacées d'extinction, gravement menacées d'extinction, ou des communautés écologiques menacées. Donc, que ce soit la faune ou flore. Et généralement, on s'appuie sur les listes rouges pour déterminer si la zone humide contient des espèces menacées, vulnérables. On peut donner l'exemple toujours de la Strathclyde, à condition que mademoiselle Halima Louisi se décide une fois pour toutes pour et les autres. Pour décider si la population de tilapia de Guinée de Strathclyde est une espèce à part entière. Et même si elle n'est pas classée comme une espèce entière, à part entière, c'est une
déjà menacée, rare, etc., cette espèce forme une formation, par exemple animal-végétal. On a donné ici des végétales, des exemples de végétaux, qui eux-mêmes sont, elles-mêmes, ces formations, le support d'une riche biodiversité. M. Bazali pourra vous en dire davantage sur les herbiers à Zostera, au Zini, au Mantouma, ou sur les steppes comme les Spartines, les Spartines dans ce Fouba. Il y a une autre à l'ouest de Sénat, c'est pas dans ce dans tous les cas, vous pouvez faire tout à fait en pour le laser. Ouais, voilà. Donc vous avez ici une formation à Spartina, ici sous-marin, une formation à Zostera, et ici le fond il y a seulement du sable. Si vous faites des prélèvements ici ou ici, le nombre d'espèces et le nombre d'individus, c'est complètement différent. Parce que c'est un herbier qui joue un rôle très important pour le maintien de la biodiversité. Critère 4, une zone humide devrait être considérée comme site d'importance internationale si elle abrite des espèces végétales ou animales à un stade critique de leur cycle de vie. On peut donner plusieurs exemples. Pour revenir toujours à Spartinomylie, le tilapia de Guinée, de là-bas, donc il passe tout son cycle de vie dans ces poches-là. Donc si ce cycle disparaît, c'est toute une espèce, qu'on appelle une espèce pour la science, qui va disparaître. Par exemple aussi, les ondes de frais de la grande anose. Généralement, l'anose est un poisson marin, mais pour frayer, il monte dans les secteurs de rivières avec des caractéristiques spéciales, c'est des gravières aquatiques. Et là, la grande anose, l'anose aussi, elle monte jusque là pour frayer. Avec donc, comment dire, cette zone donc, de frais très importante pour le maintien de cette espèce vulnérable. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs contraintes, plusieurs obstacles pour que le poisson, une fois arrivé à maturité, monte jusque-là pour frayer. C'est pour ça qu'on n'a plus la nose maroc. Elle a complètement disparu. Donc il fallait vraiment protéger ces gravières. Il faut donc protéger ici les poches d'eau et les marais de Spartinomylie. Sinon, on aura perdu probablement une espèce nouvelle pour la science. Maintenant, il y a un groupe de critères qui tiennent compte uniquement des oiseaux. Le premier critère, c'est en relation avec un seuil de sélection de 20 000 oiseaux. Si les zones humides hébergent régulièrement, habituellement, régulièrement est très important, parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait une concentration d'oiseaux exceptionnelle pour sélectionner les sites. Il faut que ce soit régulier, que ce soit pour les oiseaux hivernants, les oiseaux reproducteurs ou les migrateurs. Sauf que pour les oiseaux hivernants ou reproducteurs, on peut avoir des chiffres fiables. Pour les oiseaux migrateurs, on ne sait pas. C'est très difficile de déterminer sur un site donné le nombre d'oiseaux migrateurs qui utilisent ce site en escale migratoire, pour la nourriture, pour leur plomberie. Et donc, on a vraiment les deux meilleurs sites qui répondent à ces critères. C'est bien sûr la Majazelga et la baie de Darla. Pour la Majazelga, c'est les derniers chiffres. Elle héberge régulièrement entre 150 et 200 000. Donc on est très très loin du seuil qui est seulement de 20 000. Et il y a la baie de Darla qui héberge entre 80 000 et 120 000. Ce dernier site
rien que pour le goéland brun, il y a en moyenne 20 000. Rien qu'avec une espèce, on atteint le chiffre de 20 000. Les hominides devraient être considérés comme sites d'importance internationale si elles abritent habituellement, toujours c'est très important, 1% des individus d'une population d'une espèce ou sous-espèce dans une île. Donc, il faut connaître, bien sûr, pour une population régionale, l'effectif de cette population, déterminer bien sûr 1%, et si un site héberge plus d'1% de cette population, bien sûr toujours de manière régulière, la zone humide est considérée comme site d'importance internationale. Je donne l'exemple des deux grandes zones humides qu'on a au Maroc, la baie de Berla et la Maja. Il vérifie ce critère pour plusieurs espèces, pas pour plus. Prenez la Majazaga, elle va vérifier ce critère pour au moins 8 ou 10 espèces. Je n'ai pas fait l'exercice dernièrement parce que les chiffres changent un peu, évoluent un peu. Et la même chose pour la baie de Berla, elle vérifie ça pour un grand nombre d'espèces de libicoles et de laridés. Ici, j'ai donné l'exemple de la barge rousse. Le seuil de sélection, c'est 1500. Et en moyenne, on trouve entre 5000 et 6000 oiseaux appartenant à cette espèce. Donc, on vérifie les critères pour cette espèce, mais on le vérifie pour une dizaine d'autres. Maintenant, on ne parle plus d'oiseaux, c'est des critères spécifiques aux poissons. Donc, le critère 7, il y en a 2, 7 et 8. Le critère 7, donc, la zone humide doit héberger donc, une proportion importante de sous-espèces, d'espèces ou familles de poissons indigènes, c'est-à-dire locaux, d'individus à différents stades du cycle de vie, l'interaction interspécifique, etc. Donc, l'un des sites que vous connaissez maintenant, au travers tout à l'heure le reportage, répond à ce critère et abrite tous les représentants à tous les stades du cycle de vie de la population du tilapia Émilie, qui est probablement une espèce nouvelle pour la science. Donc, Émilie répond aussi à ce critère. Et toujours un critère relatif aux poissons, la zone humide devrait être considérée comme un site d'importance internationale si elle sert de source d'alimentation importante pour les poissons, de frénières, de zones d'alguinage et ou de voies de migration, dont dépendent des stocks de poissons se trouvant dans la zone humide, les lagunes et les estuaires, vous savez déjà. Vous avez un master qui vous a expliqué tout ça. Les poissons, même ceux qui sont nés en mer, au premier stade de leur vie, ils se réfugient dans les estuaires et les lagunes parce qu'il n'y a pas beaucoup de prédateurs et il y a assez de nourriture et la température, elle est vraiment bonne. Les conditions sont très bonnes et donc les estuaires et les lagunes donc, jouent un rôle très important dans le maintien d'un grand nombre d'espèces de poissons. Et pour l'anguille, si on parle de l'anguille, qui est maintenant en voie de disparition au Maroc, de la pollution des barrages, etc. Quand les Alpins viennent de l'Amérique centrale, parce que c'est là où ils sont dans l'Amérique centrale, c'est là où ils sont nés, ils traversent l'Atlantique, 4000 km, sans manger, sans rien du tout. Ils vivent sur le Vitelux. Et ils arrivent dans les estuaires et les lagunes. Et c'est un milieu propice pour s'alimenter, pour commencer à s'alimenter. Et c'est un milieu de passage obligé pour remonter les rivières, là où le poisson va se développer et atteindre le stade de pré-adulte, à partir duquel il va redescendre et retraverser l'Atlantique pour aller se reproduire dans la mer de Sargasse. Donc, ces estuaires jouent
Et c'est la vie joue un très grand rôle pour les poissons, pas un grand nombre de poissons. Et bien sûr, l'exemple le plus évident, nous le connaissons pratiquement tous, c'est dans la lune de Noé-Islam. Si vous y allez au début de l'été, et si vous êtes pêcheur, vous allez pêcher un grand nombre, d'un 20 de petits poissons, d'un grand nombre d'espèces. Pas une, les sards, les loups, le loup tacheté, etc. Et le dernier critère, il tient compte, c'est toujours 1%, mais pas pour les autres. C'est le seul qui parle de 1%, mais pas pour les, c'est pour les autres espèces, le fond et le flore. Et bien sûr, une puisque c'est une population très individualisée, une population à part, on aurait une espèce nouvelle pour la science, c'est pas 1%, c'est 100% de la population qui est abrité par